Cet épisode va plutôt s'adresser aux pros ou thérapeutes, mais j'avais aussi envie d'élargir son impact en parlant, de l'écriture de manière générale mais surtout comme d'un outil d'introspection et pas seulement d'un outil de travail pour, les psys. Mais tu verras dans cet épisode pourquoi je lie ces 2 aspects qui peuvent paraître de prime abord, bien distincts et pourtant ils peuvent se rejoindre assez fortement. Donc on va parler de plusieurs choses, on va parler, de ce que le fait d'écrire peut nous apporter, autant, manuscritement sur papier que numériquement selon les contextes, les usages, puis, les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire. Je vais aussi vous parler de mes «pratiques» entre guillemets, mes pratiques pro autour de l'écriture et de surtout comment ça m'accompagne un peu au jour le jour à être, une meilleure professionnelle ou en tout cas je le souhaite, je l'espère. Plus disponible pour mes patients, plus engagée dans mes suivis. Je suis Agathe Pingusson et je suis aussi psychologue, psychothérapeute, superviseuse, formatrice et créatrice de contenu autour de la psychologie, de la psychothérapie et de la santé mentale en général. Depuis 2015, mon métier de psychologue m'a amenée à accompagner de multiples problématiques et situations de vie. Et depuis 2020, j'accompagne aussi les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ici, je vous partage mes réflexions autant entrepreneuriales, cliniques que quotidiennes autour de l'introspection, de l'évolution personnelle et professionnelle, de la complexité de l'expérience humaine, individuelle ou relationnelle. Mon intention est d'ouvrir des portes d'élaboration, de créer de la curiosité, de permettre des remises en question de nos idées reçues, de nos injonctions, de nos limitations ou encore de nos loyautés pour créer de l'espace à la nouveauté et à l'innovation, si petite soit-elle, dans nos vies de tous les jours. Si cela vous plaît, je vous invite à commenter les épisodes qui résonnent pour vous, à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin et à laisser une belle note pour soutenir le podcast des Dessous du Psy. Belle écoute. J'avais envie de parler de ce sujet depuis plusieurs semaines, aussi parce que j'ai beaucoup entendu de thérapeutes, que ce soit des thérapeutes que je supervise ou que j'ai rencontrés via les formations, des gens qui sont dans les formations, des collègues, enfin consoeurs, confrères. Et j'ai aussi longtemps tâtonné moi-même d'ailleurs avec ces questions de dossier patient, de prise de notes de fin de séance ou pendant les séances, de qu'est-ce qui est pertinent de relire ou non avant la prochaine séance. Donc ça c'est voilà du point de vue pro. Ce qu'il faudrait faire aussi entre les séances pour chaque patient sur les dossiers, etc. C'est des discussions que j'ai régulièrement. Et pour vous dire à quel point c'est régulier, c'est que la dernière discussion que j'ai eue là-dessus en supervision date d'il y a 2 jours, donc c'est vraiment un sujet fréquent, quoi. Et c'est pas la première fois et ce sera, je pense, pas la dernière que ce sujet reviendra aussi en supervision. C'est des sujets que je trouve très intéressants parce qu'en fait, au-delà de l'aspect organisationnel, ça vient parler tout un tas de choses, mais dont on va parler justement tout au long de l'épisode. J'avais envie du coup de donner quelques pistes de réflexion pour que toi aussi tu puisses trouver des outils et peut-être retrouver dans l'écriture un allié et pas une contrainte ou un truc en plus qu'il faudrait faire pour être épanoui, pour être, je sais pas, une meilleure version de soi-même ou que sais-je, mais vraiment quelque chose qui puisse t'accompagner à comprendre ce que tu vis, déjà c'est déjà pas mal, parce que c'est pas parce qu'on est pro et qu'on a notre casquette de pro qu'on comprend toujours tout ce qui se passe dans les séances, entre le patient et soi, etc. Donc je me suis noté plusieurs points. L'idée d'un dossier patient type anamnestique à actualiser comme ça régulièrement, c'est quelque chose qui revient souvent et que j'ai souvent entendu aussi de la part des supervisés. C'est aussi quelque chose que j'avais rencontré en formation de base, pendant le master, mais aussi en formation continue. Je réfléchis en même temps que de parler pour pas dire de bêtises. Avec cette idée, voilà, d'avoir une espèce de trame, de dossier assez complet pour avoir certes les éléments anamnestiques, mais aussi avoir un visuel, une sorte d'architecture du fonctionnement du patient,
Donc pas uniquement juste sur, les éléments anamnéstiques quoi, mais aussi sur son fonctionnement. Bon, moi personnellement, j'ai laissé tomber, d'avoir ce type de dossier patient. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de dossier patient, parce que j'en ai un, mais pas comme ça. D'une, parce que je trouve que ce genre de cartographie de fonctionnement, ça peut avoir un intérêt probable, quand on voit des patients sur des suivis, on va dire, court terme ou moyen terme. Quand on suit des patients depuis 3-4 ans ou plus, heu, clairement, ça devient n'importe quoi ce genre de cartographie. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments au bout d'un moment, sachant qu'en plus, ces éléments de fonctionnement, psychique, bah, ils sont amenés à évoluer, à bouger, donc effectivement ça demanderait une actualisation assez régulière de ce document. Moi, très honnêtement, je n'ai pas la rigueur de faire ça et je trouve que j'avais essayé, hein, au début. J'avais essayé plusieurs formats, je m'étais fait mes propres trames, j'avais piqué des trucs à droite à gauche pour faire quelque chose qui me semblait bien, qui me semblait pro, et cetera. Mais à l'usage, je trouvais que ça prenait plus de temps, qu'autre chose et j'avais pas beaucoup j'avais l'impression en tout cas de ne pas avoir beaucoup de retour sur investissement, on va dire. D'apport clinique réel par ce genre de pratique. Sachant qu'en fait, je faisais déjà ce travail de réflexion dans, les prises de notes de séance dont je vais parler un peu après. Et où du coup ça faisait un espèce de doublon, en plus il y a un autre point, on va dire, c'est pas que négatif, mais qui peut devenir embêtant à la longue, c'est que quand on a une nouvelle séance avec, un patient, eh bien ça peut être chouette, enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien faire et je trouve que c'est comme ça aussi qu'on peut être vraiment dans, la vibes, séance thérapeutique, dans le lien thérapeutique avec ce patient-là particulièrement, c'est de me connecter à notre accompagnement avec ce patient-là en particulier, et quoi de mieux que de relire les notes de la dernière séance. Sauf que quand on a un dossier patient en plus des notes de séance, bah on va avoir envie, si on a un petit peu le syndrome de la bonne élève, on va dire, on a envie de relire aussi ce dossier patient avec les éléments anamnéstiques et surtout avec le fonctionnement psychique si on a essayé de mettre en œuvre quelque chose de ce genre-là. Ça prend beaucoup de temps. On n'a pas toujours envie de prendre autant de temps que ça avant les séances. Moi, en tout cas, aujourd'hui, puisque c'était pas le cas en début de libéral, mais aujourd'hui, pour me connecter vraiment, me sentir vraiment, vraiment connectée, quoi, vraiment disponible pour un patient avant sa séance, j'ai besoin de 2-3 minutes, et dans les jours un peu low motion pour moi, j'ai besoin de 5 minutes. Et encore, je pense que c'est pas 5 minutes de pure attention, je m'y prends 5 minutes à l'avance parce que ça me sécurise, parce que je sens qu'aujourd'hui, peut-être, je suis pas dans un mood hyper véloce et tout. Mais en vrai, ça prend pas 5 minutes normalement. Quand on sait à quoi se connecter, ça prend pas 5 minutes. Quand on se perd dans des détails qui vont pas vraiment servir la clinique, qui vont pas vraiment servir le processus thérapeutique et qui ne vont pas vraiment servir le lien thérapeutique, c'est là où on peut prendre beaucoup plus de temps, où on devient aussi un peu frustré en tant que pro parce que bah du coup nos séances elles s'étirent parce qu'il n'y a pas juste le temps où on voit le patient, où on est mobilisé, mais du coup il y a 10 fois plus de temps quoi en gros. Donc tout ça, c'est à prendre en compte parce que, enfin en tout cas moi je l'ai pris en compte dans ma décision d'arrêter d'essayer de faire un dossier patient en plus que des prises de notes pour chaque séance. Ceci dit, j'ai quand même dans mon fichier de prise de notes pour chaque patient, donc j'ai un fichier par patient, dans ce fichier-là, j'ai quand même une section anamnèse où là je vais y noter de temps en temps des infos que je trouve pertinentes, et en général c'est soit celles qui bougeront pas trop dans le temps, genre les prénoms des enfants, normalement ça ne bouge pas, les prénoms des enfants, ou des infos que j'ai peur d'oublier, surtout au début d'un suivi parce que tout est nouveau, j'ai pas envie de faire de confusion entre soit plusieurs patients, soit des gens de ma vie perso avec enfin les noms, les prénoms. Moi je suis une brêle en prénom, enfin j'ai jamais été douée pour retenir les prénoms et tout, donc c'est beaucoup ça que je note. Y a pas que ça, mais du coup là les éléments que j'ai peur d'oublier, ça va être par exemple les prénoms des partenaires amoureux actuels, ça va être aussi s'il y a des étudiants qui sont
en cours d'études, je vais noter, si j'arrive à choper l'intitulé de son parcours universitaire, je vais le noter juste pour avoir, une idée. Puis si le jour enfin, s'il y a un jour où, je me demande: «Ah mais en fait, il ou elle fait quoi?» Je me souviens plus de l'intitulé, de vraiment la branche précise. Bon je sais que c'est facile du coup, je clique sur mon petit, volet anamnèse, dans mon fichier, patient et puis j'ai toutes les infos. Mais cette section-là, elle fait pas plus d'une page quoi et encore, je suis gentille, enfin c'est ou alors vraiment cas exceptionnel, mais ça m'est rarement arrivé d'avoir des anamnèses, méga longues. Parce que pour moi, la section anamnèse, c'est vraiment un truc où je vais y retourner quand j'ai un vieux doute, quand, je vais avoir besoin d'une info, très concrète quoi, mais pas toutes les circonvolutions de l'histoire de vie du patient parce que ça se construit au fur et à mesure des prises de notes, de séance, de chaque séance. Pour moi, en tout cas. Et j'ai pas besoin d'avoir tout le déroulé noir sur blanc devant mes yeux de l'histoire de vie du patient, parce qu'à force de le voir, de parler de tout ça, ça finit par rentrer quand même. Enfin, j'exerce ma mémoire là-dessus. Et au final, enfin, j'ai aussi appris au fur et à mesure du temps à me faire confiance, à voir que, en fait, j'oubliais pas tout à chaque fois qu'on referme la porte après une séance. Parce que c'était une crainte que je pouvais avoir au début. Et j'étais tellement craintive que dans la section anamnèse, au début, quand j'ai commencé à tutoyer certains patients, plutôt que de les vouvoyer tous, j'écrivais dans la section anamnèse si je les tutoyais ou si je les vouvoyais. Parce que j'avais peur de faire un impair, d'oublier que je le tutoyais et puis de le vouvoyer, ou inversement, enfin... Et du coup, je regardais, je dis ok, c'est bon, je tutoie, ok, c'est bon, je le vois, on y va. Bon, maintenant, je me suis détendue du slip par rapport à ça, donc je ne note plus ce genre de détails, parce que je pense pas à le noter, parce qu'en fait, c'est plus naturel, et que j'ai aussi vu par l'expérience que même quand on se trompe, c'est pas très grave, et des fois, ça amène sur de belles discussions au niveau thérapeutique, parce qu'il y a des petits bouts parfois d'identification projective qui se glissent dedans, il y a des petits bouts de projection du patient, enfin du coup c'est une forme d'identification projective, mais bon ça je vais pas revenir sur cette notion-là dans ce podcast, parce que d'une c'est pas le sujet, et en plus ça fait l'objet de tout un module dans la formation Créate, ce truc d'identification projective, c'est hyper précieux pour comprendre beaucoup de choses dans ce qui se passe dans le processus thérapeutique et dans le lien thérapeutique. Mais donc, cette section anamnèse, voilà, elle me sert à organiser un peu les choses que vraiment je ne veux pas oublier et que je sais que potentiellement je vais avoir besoin de manière continue, mais tout ce qui va être circonstancié, je le mets pas. Alors, si des fois ça m'arrive de mettre quand même les événements familiaux et tout marquants, mais en réalité ça se retrouve dans les prises de notes de séance. Parlons donc maintenant des prises de notes de séance, justement. À force enfin non, c'est pas à force du temps. C'est surtout que quand l'année dernière, enfin les 3 dernières années, quand je gérais le centre de thérapie avec mon ancienne entreprise, donc j'avais des salariés qui étaient elles-mêmes psychologues, psychothérapeutes, et c'est à la demande en fait de mes salariés de les aider à mieux organiser leurs notes de séance, à être plus efficaces dans les prises de notes, et du coup dans les séances par voie de conséquence, mais voilà, d'être plus au clair avec pourquoi elles notent quelque chose, à quoi ça leur sert, etc. Que je me suis moi-même dit, ok, pour répondre à leurs demandes, pour essayer d'aider cette prise de notes-là, puis c'est quelque chose après que j'ai entendu vraiment souvent aussi chez mes supervisés, comment je peux essayer de structurer quelque chose de ce que je fais naturellement, puis que j'ai affiné au fur et à mesure du temps de ma pratique, mais que j'avais pas vraiment formalisé. C'est-à-dire que avant d'ouvrir le centre et avant d'avoir cette demande-là de mes salariés, je prenais mes notes, je mettais la date de la séance, et puis voilà, je partais d'une feuille blanche et je notais ce qui venait. Donc il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de structure, mais moi ça me convenait, je relisais le truc, voilà, ça me permettait de me connecter à ce dont j'avais besoin, et ça marchait très bien. Enfin ça marche toujours très bien aujourd'hui, hein, mais du coup j'ai créé une trame de prise de notes qui est assez appréciée du coup, d'une de mes salariés à l'époque quand je leur ai donné, et surtout des supervisés aussi quand on en parle, et puis que du coup je leur transmets la trame. Parce que c'est justement une trame qui n'est pas rigide, parce que
comme tout ce que je fais, la rigidité, je trouve que c'est pas vraiment le but, de l'apprentissage, le but de la maîtrise aussi, d'une compétence quelle qu'elle soit. Bref. Donc c'est une trame qui est très facile à s'approprier. D'une, parce que, on peut changer ce qu'on veut, hein, dans la trame, mais aussi parce que dans la trame, enfin la trame telle que je l'ai fait, ne suppose pas que je vais remplir tous les intitulés de la trame de prise de notes, pour chaque séance. Il y a des intitulés qui vont être intéressants pour certaines séances et d'autres qui vont pas être intéressants. Il y a des intitulés, pour le coup, qui sont vraiment pertinents pour chaque séance, ne serait-ce que pour nous pousser dans notre réflexion clinique. Notamment, je pense à tout ce qui va être hypothèse de fonctionnement, qu'est-ce qu'on a vu dans cette séance-là qui nous indique quelque chose du fonctionnement de notre patient. Est-ce qu'on a, je sais pas, repéré une croyance limitante ou une croyance positive? Est-ce qu'il y a une ressource? Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a un frein? Est-ce que... voilà, tout ça. Par contre, typiquement, il y a un intitulé, je sais plus comment je l'ai formulé, mais je crois que c'est intervention, un truc comme ça. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on a fait dans la séance? Si j'ai utilisé des outils, par exemple, si j'ai... enfin, des techniques, plutôt. Si j'ai fait une séance de MDR, ou si j'ai fait une séance de visualisation, ou une séance de sensorimoteur, ou ce genre de choses, ou de photolangage, enfin, peu importe. Je vais le noter dans cette section-là. En mettant... Enfin, je vais pas juste noter séance de MDR ou séance sensorimoteur, mais je vais mettre séance sensorimoteur. Comme ça, je sais que si j'ai besoin de rechercher, ce que je le fais sur ordinateur maintenant. Je le faisais par écrit avant et je suis passée à ordinateur depuis plusieurs années maintenant. Et ce que je trouve génial quand on le fait sur ordi, c'est qu'on peut faire la fonction rechercher, n'est-ce pas? Et que du coup, je sais que quand je prends mes notes, j'écris des mots que je serai susceptible de rechercher plus tard si j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'on a fait le premier travail de visualisation sur ce thème-là, par exemple. Quand est-ce qu'on a fait ce travail de sensorimoteur. Ça va pas changer toute la donne dans le processus thérapeutique d'avoir une date précise, mais je sais pas, moi j'aime bien avoir une temporalité. Je trouve que des fois ça peut être intéressant aussi pour le patient d'avoir cette conscience du temps selon les cas, selon les contextes. Voilà. C'est pas des trucs que je vais utiliser à chaque fois, mais c'est quelque chose que je trouve aussi pertinent dans la gestion de ce fameux dossier patient. Et typiquement, donc cet intitulé d'intervention, si j'ai pas fait de séance avec des techniques particulières, je vais pas écrire dans cette section un truc qui n'aurait pas lieu d'être parce que ça doit pas exister dans la séance. Après, intervention, ça veut pas forcément dire que technique thérapeutique, mais ça veut aussi dire, par exemple, je sais pas, je pourrais marquer dans cette section intervention, on a travaillé à essayer de rouvrir une autorisation, et puis je note de quoi il s'agit, quoi, dans cette autorisation-là. Voilà pour cette notion-là de prise de notes de séance. Ce que j'avais aussi vraiment envie de partager, c'était un peu tout le point de départ d'ailleurs de mon envie de faire cet épisode de podcast là-dessus, c'est que j'ai vu une différence considérable entre ce que j'avais fini par faire l'année dernière, donc quand j'avais des consultations dans mon ancienne entreprise, et aujourd'hui, où j'ai pu reprendre des consultations avec ma nouvelle entreprise là depuis avril, où ça change vraiment tout, parce que alors je vais expliquer ce que j'ai changé concrètement, parce que j'ai réhabilité, ce serait plus exact de dire ça, et je vois à quel point ça me permet d'avoir l'esprit plus disponible, d'avoir une qualité de présence mais 10 fois plus appréciable, surtout pour moi, mais je pense aussi que ça, enfin c'est même, je suis sûre que ça se sent et que ça se voit aussi côté patient, même s'ils le conscientisent pas forcément tous, mais c'est en tout cas moi je me sens beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace, voilà, beaucoup plus là, avec surtout les patients, un petit peu aussi les superviser, mais c'est un autre genre de travail, c'est une autre façon de prendre les notes d'ailleurs, de prendre des notes de séance de supervision, donc c'est encore un autre sujet, mais là je pense vraiment aux patients, parce que c'est là où ça va venir faire vraiment une différence. Et en fait ce que j'avais fait, pour que tu comprennes un petit peu ce que je dis entre l'avant et le maintenant, ce que j'avais fini par faire donc l'année dernière,
J'avais essayé plusieurs choses, que ce soit, prise de notes sur papier ou prise de notes sur ordinateur, mais c'était le même résultat au final. Ce que j'avais essayé de faire, c'est peu importe la modalité, j'avais essayé de prendre mes notes en même temps que la séance. Ce que j'avais arrêté de faire, parce qu'au tout début de mon libéral, c'est ce que je faisais, je prenais mon petit calepin, j'avais mon truc en séance, je notais des trucs. En fait, ça m'a rassurée. J'avais un petit peu peur de me retrouver sans rien devant le patient et d'être vraiment que dans le lien thérapeutique, alors que je savais que c'était déjà ce que j'avais envie de faire et ce qui est le plus efficace. Mais voilà, fallait plonger dans la piscine et ça faisait peur au début. Donc je gardais mes feuilles de prise de notes. Mais très rapidement, après je me souviens plus exactement de la temporalité, mais j'aurais envie de dire peut-être 6 mois après ou moins, quelques mois on va dire après le début de mon activité libérale en 2017, ça remonte un petit peu, j'ai lâché ce truc. J'ai arrêté j'avais toujours un petit calepin sur le côté si jamais il y avait des éléments anamnésiques. Genre je me souviens d'une fois, il y avait une patiente qui a commencé à me faire tout le... Comment on appelle ça? L'arbre généalogique de sa famille. Mais c'était intéressant parce que c'était vraiment en lien avec une thématique qu'on abordait. Et puis au début, j'étais en mode, ok, la grand-mère et la tante et machin, et le neveu, la nièce. Et au bout d'un moment, je lui dis, attends. Je vais écrire parce que là, je ne vais rien retenir. Je me connais, je vais pas réussir à retenir les embranchements de tout le monde et de qui a fait quoi et qui a dit quoi. Donc, on n'a pas fait un génogramme pour autant parce que c'est pas une façon que j'ai de travailler. Je connais l'outil en soi, mais j'aime pas trop le travailler de cette façon-là, enfin en séance. Après, il y a des patients qui m'ont déjà amené des genres de génogrammes et c'était intéressant de le travailler, mais je trouve que de le faire ensemble, bon bref, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais quoi qu'il en soit, j'avais noté des points vraiment d'anamnèse et c'est typiquement le genre de truc que j'avais mis dans ma section anamnèse d'ailleurs. Pour pas oublier les prénoms de tout le monde, les positions de tout le monde dans la généalogie familiale. Là. Et dès que j'avais lâché en fait mes notes, j'avais vu déjà à l'époque le changement et le changement positif, hein, bien sûr, du fait d'être plus avec le patient, de pas avoir cette espèce d'écran qui, même si je restais pas rivée pendant toute la séance à ma feuille avec mon stylo, mais quand même, il était là, il y avait un truc presque un peu médical, quoi, où du coup le professionnel il note des trucs, le patient il sait pas ce qu'on note, il sait pas pourquoi on note à tel moment et pas à un autre. Bon, il y a tout ça aussi qui intervient du coup dans le lien thérapeutique quand le professionnel prend des notes pendant la séance. Moi, et c'est ce que je disais déjà à mes salariés à l'époque, et c'est ce que je dis toujours aux supervisés quand on en parle aussi en séance de supervision, c'est que tant que ça a une valeur de réassurance et que ça permet au thérapeute de se sentir plus confortable, donc d'augmenter son confort en séance, ça a un sens de garder les notes en séance. C'est pas idéal, l'idée c'est d'essayer de s'en détacher pendant la séance pour être vraiment plus présente dans la séance avec le patient, mais voilà, c'est un peu pas le moindre mal, mais il faut aussi pas se mettre en inconfort démesurément parce qu'il ne faudrait pas prendre de notes en séance, je trouve. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, donc j'ai fonctionné pendant plusieurs années sans prendre de notes pendant les séances, et puis le Covid est arrivé avec la visio, parce que je faisais pas de séance en visio avant le Covid. Et la visio, c'est tentant de prendre des notes en même temps, parce qu'on peut se dire, oui, mais du coup, le patient voit pas. Alors, des fois, il entend les touches de clavier, des fois, il voit, si on prend manuscritement, qu'il y a un truc qui bouge quand même. Donc, c'est pas complètement neutre. Et c'est surtout, et c'est ce que j'ai fini par faire en fait l'année dernière, parce que beaucoup de raisons différentes, notamment beaucoup d'épuisement quand même, qui était déjà en dormance pendant toute l'année dernière, avant que ça me pète à la gueule en début d'année 2026 là. Mais j'étais tellement surchargée que pendant mes séances, j'essayais, ça marchait pas toujours, mais j'essayais de prendre mes notes en même temps que la séance. Très honnêtement, pour gagner du temps, pour essayer de gagner du temps en fait, et ne pas avoir à prendre mes notes après les séances. Sauf que, résultat, ça empiétait quand même sur ma disponibilité, sur ma présence, ma qualité de présence.
Honnêtement, je pense que sur certaines séances, il y a peut-être des patients qui l'ont senti, mais bon, comme je maintenais à flot quand même la qualité de ce que je délivrais en séance, ça passait. Mais pour moi, c'était pas très confortable en fin de compte, donc ça venait rajouter un stress supplémentaire. Bon, voilà. Des fois, l'humain fait des trucs pas très intelligents pour essayer de réduire du stress, il en rajoute sans s'en rendre compte. Voilà. Et puis c'est surtout que le résultat, c'est que quand je relisais mes notes avant la prochaine séance, je trouvais ça souvent assez plat. Et je retrouvais plus ce que j'avais avant quand je relisais mes notes de séance que j'avais prises vraiment posément après la séance. Je retrouvais plus ce truc de ok, je sais où on s'est arrêté. Et je parle pas juste du contenu, mais c'est difficile à exprimer, mais je parle vraiment de dans quelles vibes on était, c'est quoi l'énergie de la séance, c'est quoi les points qui ont été soulevés, ceux qui n'ont pas été abordés mais que j'avais en tête moi quand même, en mode ça on le verra un peu plus tard parce que là si je le dis c'est trop tôt, etc. Tout ça il n'y avait plus dans mes notes. Parce que c'est très difficile que d'être en séance et de noter ce genre de choses. Des fois parce que ça vient qu'après la séance, la pensée ne vient qu'après, la pensée clinique, donc on peut pas la noter pendant la séance si on n'a pas la pensée disponible. Et des fois, on a la pensée qui vient pendant la séance, mais on n'a pas le temps de le noter parce qu'en fait, il faut quand même qu'on écoute d'une oreille ce que dit notre patient, d'une autre oreille ce que se raconte notre appareil à penser pour aider le patient en fait, hein, ça c'est notre taf. Et il faudrait qu'on ait genre une troisième oreille pour écrire ce qu'on aurait besoin de mettre dans des notes de séance qui tiennent la route et qui aient vraiment un sens cliniquement. Ce n'est pas possible, voilà. Donc, on aura des notes. Il y avait des mots que j'écrivais pour mes notes, il y avait des mots que je pouvais relire avant les prochaines séances, mais c'était clairement pas les bons mots ou pas les meilleurs mots pour m'aider à rester dans cette énergie de processus thérapeutique vraiment pertinent, vraiment engagé, etc. Et donc, quand il y a eu tout l'effondrement de fin d'année 2025, début 2026, avec la cessation de paiement, la liquidation judiciaire de mon ancienne entreprise, que j'ai eu une période à vide, d'une parce que médicalement j'étais plus en capacité de travailler, et de toute façon je n'avais plus de structure juridique pour exercer. Mais du coup, quand j'ai pu rouvrir donc ma nouvelle entreprise avec laquelle je retravaille là depuis avril 2026, eh bien j'ai voulu retrouver aussi ces bonnes habitudes d'avant, donc celles vraiment de tout écrire posément après la séance et pas pendant. Et oh mon Dieu, mais ça change tout. Ça change tout. Alors en plus il y avait cette trame de prise de notes qui m'aide vraiment à cibler ce que je trouve important, ce que je trouve utile à écrire. Donc je me perds pas dans des éléments anamnéstiques à gogo qui servent pas le processus finalement. Et en plus quand on a trop d'éléments anamnéstiques ça peut embourber, on peut avoir tout un tas d'infos, on se perd dedans, on sait plus vraiment ce qu'on est en train de travailler, on n'arrive plus à délimiter, à définir les axes thérapeutiques, donc c'est pas vraiment la bonne idée. Mais dans ça change tout, il y a vraiment eu ce constat en tout cas chez moi là, quand j'ai repris ces habitudes, de vraiment bien soigner mes prises de notes, où d'une, je me suis sentie plus engagée, c'est vraiment le terme qui m'est venu très rapidement, c'est ok, je me sens plus engagée, c'est agréable de me sentir plus engagée, parce qu'en me sentant plus engagée, je me sens aussi plus au clair grâce à ces prises de notes. Je me sens donc plus pertinente, et ça quand même c'est très confortable de se sentir plus pertinente et pas toujours à la ramasse, à courir derrière ce qu'il faudrait réussir à faire et tout. Ce que j'ai un petit peu senti quand même l'année dernière, avec les suivis avec les patients. Bon déjà je trouve que c'est déjà beaucoup de bénéfices en soi, mais je crois que le plus beau bénéfice pour moi, après là ça me parle vraiment de mon expérience, c'est que j'ai vraiment ressenti à travers cette routine là que j'ai remis en place de prise de notes, la joie de travailler. Et quand je vous le dis, ça me fait un peu d'émotion parce que je pense vraiment que l'année dernière,
je pense qu'à force de me perdre dans de l'épuisement professionnel, j'en ai perdu aussi l'enthousiasme, la joie de travailler avec mes patients. J'aimais toujours mes patients, ça c'était pas un sujet, enfin ça n'a pas, c'est pas venu, comment dire, rogner sur l'attachement que je peux avoir avec mes patients, l'attachement professionnel, hein, mais l'attachement quand même. J'avais toujours plaisir à les voir, à les retrouver, à savoir où ils en étaient, etc. Mais c'est le travail, l'effort que ça me demandait était dans ce contexte-là tellement grand, et je pense que du coup j'étais plus soutenue non plus en essayant de prendre des notes un peu à l'arrache. J'étais plus soutenue par cette routine-là qui est normalement censée soutenir et pas juste permettre d'être organisée et d'avoir des jolies petites notes. Mais vous verriez mes notes, elles sont pas belles. Je les montre à personne. C'est pas toujours français. C'est voilà, je fais pas de la prose quoi dans mes notes. C'est pas le sujet de notes de séance. Mais vraiment, il y a ce côté où j'ai retrouvé beaucoup de joie et beaucoup de ok, en fait, j'aime ce métier. Enfin, je l'aimais toujours, hein, mais je sais pas comment dire. J'aimais toujours le métier en lui-même. J'aimais toujours, on va dire, l'emballage du métier. Mais les efforts que ça me demandait, j'étais plus capable de les donner avec joie, avec enthousiasme. Et ça, du coup, ça nourrissait plus non plus mon élan vital. Ça avait tendance à le grignoter l'année dernière. Mais parce qu'il y avait tout le contexte épuisement, le centre qui battait de l'aile. Enfin bref, je peux pas revenir sur tous les éléments. Mais je vois que même si, on va pas se mentir, hein, le fait que là, j'ai plus autant de stress et donc d'épuisement à gérer aujourd'hui, ça joue beaucoup. Mais vraiment, je trouve que d'avoir repris ce truc de prise de notes, ça change vraiment. Surtout que, si je suis très honnête, même si je me souviens plus exactement, mais je crois que les 2-3 premières séances que j'ai refaites là en avril en reprenant le travail avec des patients, je sais que j'ai galéré un peu au début à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends les notes pendant, est-ce que je prends les notes après et tout, et je faisais un espèce de mix, enfin c'était très bizarre. Ça marchait, mais bon, c'était bizarre. Et quand je me suis dit, non, mais vraiment, arrête, en fait. Arrête d'essayer de prendre des notes pendant. Tu lâches ton clavier, tu lâches tous les trucs que tu peux avoir dans la main, là. Les stylos, les trucs. Tu es avec ton patient. Comme je fais tout en visio, en plus, c'est trompeur. Enfin, c'est pas trompeur, mais c'est piégeant, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est piégeant parce que du coup, le patient voit pas tout le temps mes mains. Donc, il peut pas savoir si je suis sur mon clavier ou si j'ai un stylo. Enfin, bref. Enfin, en vrai, des fois, j'ai un stylo, mais juste pas pour écrire. Juste pour avoir un truc dans mes mains. Mais ça, je le faisais aussi quand j'étais en présentiel. Je mettais des bagues souvent pour pouvoir toucher les bagues. Enfin, voilà, j'aime bien. Mais ça, c'est pas que pro, quoi, c'est mon truc à moi, perso. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment senti le truc de, ok, quand je me suis vraiment décidée à arrêter de prendre des notes pendant les séances et de me dire, maintenant, tu prends tes notes de séance après la séance et tu fais le taf comme tu le faisais avant, et ben c'est là où j'ai vraiment senti le truc s'épanouir et me dire, ah, mais en fait, c'est vachement bien! Et c'est vachement bien parce que je comprends vachement mieux ce qui se passe en séance, ça me donne envie d'être à la prochaine séance, alors qu'on vient d'arrêter. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti cet enthousiasme-là, et oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Pour soi, professionnellement, pour nourrir son soi thérapeutique, chose dont on parle également dans la formation Créate d'ailleurs, cette histoire de prendre soin de son soi thérapeutique, il y a tout un module là-dessus. Mais vraiment, c'est ultra important, et des fois on oublie quand même qu'on a besoin de ce fuel-là pour continuer. Quoi qu'il en soit, pour refermer cette réflexion autour des écrits, alors je vais dire des écrits professionnels, là je n'ai parlé que du dossier patient, parce que je vais pas parler d'attestation, de suivi, etc., c'est un autre sujet, mais pour refermer ce thème-là des notes patients, du dossier patient et de l'écrit, comment on utilise l'écrit pour notre identité professionnelle, eh bien j'ai envie de te dire que si tu as envie d'aller dans le détail de tout ça,
Dans la formation Créate, pour ceux que ça intéresse, notamment il y a plein de choses. On y parle de la pratique réfléchie, qui est une pratique théorisée par Donald Schoen, notamment, et qui prend tout son sens quand on l'incorpore dans ses prises de notes, parce que c'est vraiment un exercice particulier. Il s'agit pas juste de réfléchir à sa pratique, même si le nom peut prêter à confusion. Des fois on parle de praticien réflexif aussi. Bon, ça dépend comment on l'appelle, mais c'est la même chose. Et c'est vraiment un truc que moi j'ai inclus en fait dans la trame de prise de notes. Mais je suis en train de me dire, en parlant dans le podcast, je vais vérifier, mais il me semble que dans la formation Créate, j'ai pas dû rendre disponible la trame de prise de notes. Et je pense que ça pourrait être cool et que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Donc je pense que je vais l'inclure dans la formation. Voilà, vous avez mes réflexions en temps réel. Parce que ça va aller en plus avec cette histoire de pratique réfléchie. Vu qu'on parle des prises de notes dans la formation, en soi, ça a tout son sens. Eh bien, je te propose que on se retrouve la semaine prochaine et on va continuer à parler d'écriture, mais cette fois-ci d'un point de vue plus perso, d'un point de vue plus vie privée, pour que je puisse te parler aussi, parce que c'est un truc qui me tient aussi à cœur, de comment moi j'utilise l'écriture au service de mon cheminement perso, c'est ça, de mon cheminement perso, de mon travail sur moi-même, enfin, peu importe comment on l'écrit, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à te dire. Et du coup, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Mais en attendant, je veux bien que tu me dises déjà en commentaire là de cet épisode si cet épisode t'a plu, s'il t'a parlé, si il t'a donné envie de reprendre un crayon ou de t'organiser autrement dans tes prises de notes, si ça t'a ouvert des réflexions, tout ça m'intéresse. Et puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine.